Nous allons passer à la présentation suivante. Ça fait une partie du lien qui était évoqué, où nous allons parler ciblage moléculaire, immunothérapie de précision. Et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Olivier Michiolin, qui est médecin-chef du département d'oncologie aux hôpitaux universitaires de Genève et qui a la lourde mission de nous parler intelligence artificielle, ciblage, où en est-on, où va-t-on? Et puis, ça pourra faire un lien aussi, faut-il faire confiance? Mais on vous laisse répondre. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est vraiment un grand plaisir d'être présent dans ces journées. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir la première présentation. Je remercie l'orateur précédent pour avoir fait un tour d'horizon extrêmement complet de ce qui se passe en oncologie. Donc moi, ça va me permettre de m'orienter sur un autre aspect qui est extrêmement important, c'est comment est-ce qu'on donne le bon médicament au bon patient. Et comme vous allez le voir, c'est une question qui est extrêmement complexe, qui était déjà complexe avant et qui va devenir de plus en plus complexe. Alors pour illustrer ça, j'aimerais utiliser le cas du cancer du poumon et essayer de faire une vue d'hélicoptère sur ce qui s'est passé ces dernières plus que dizaines d'années, où on est passé d'une description assez simple, une maladie d'organes, on avait le cancer du poumon sans autre spécification. Et dans ce cas-là, on avait une chimiothérapie unique avec des taux de succès relativement médiocres, comme je le montre ici. On est ensuite passé à une description plus fine de la forme de la tumeur. Est-ce qu'il y a des glandes? Est-ce que c'est des structures différentes? Donc la classification anatomopathologique nous a permis de définir par exemple l'adénocarcinome et d'adapter partiellement le traitement de chimiothérapie à la forme histologique de la tumeur. Et avec ça, on a pu augmenter marginalement les taux de réponse. On est ensuite passé à l'ère moléculaire qui a été très bien décrite par l'orateur précédent, où on a pu découvrir des altérations moléculaires qui sont associées, en utilisant notamment des inhibiteurs de tyrosine kinase, comme il a été décrit, à des taux de réponse qui, cette fois, s'envolent. On voit qu'on arrive à des 80%, on a même certains sous-types où on arrive à pratiquement 100% de taux de réponse, donc un gain massif. Par contre, vous voyez, le prix à payer, c'est une diminution des fréquences. On a, par exemple, des cancers du poumon BRAF muté qui représentent que 2% de la population. Donc là, on se rend compte qu'il faut... il y a deux conséquences. Si on veut faire des études cliniques sur 2% des cancers du poumon, il faut avoir accès à des collectifs extrêmement importants. Et à l'inverse, si on veut pouvoir traiter un patient avec des thérapies ciblées, il faut faire des analyses extrêmement larges pour pouvoir sommer plus ou moins ces probabilités que vous voyez à droite de quelques pourcents pour avoir 50, 60, 80% de chances de pouvoir offrir une solution thérapeutique aux patients. Ça, c'est la situation actuelle, mais la situation de demain, voire peut-être même déjà d'aujourd'hui, c'est qu'on connaît tellement sur la biologie du cancer, on a tout le transcriptome, tout le génome, toutes les mutations, toutes les interactions entre les différentes cellules. En fait, chaque patient devient unique. Et ce que je vous dis là, c'est pas de la science-fiction. On a un essai clinique maintenant qui tourne en Suisse où on génère à peu près 1 terabyte de données pour chaque patient. Et évidemment, les chances que les patients soient identiques là sont nulles. Et ça pose un problème méthodologique qui est assez important. Comment est-ce qu'on fait des études cliniques? Comment est-ce qu'on génère de l'évidence clinique lorsqu'on a ce degré de connaissance sur la biologie fine du patient? Alors j'essaierai de vous montrer quelques exemples où on pense qu'on peut avoir peut-être un impact. Évidemment que on voit 0 gigabyte d'un côté, 2000 gigabytes de l'autre, hein, donc on est dans des valeurs qui sont extrêmement impressionnantes. Et c'est pour ça que je voulais utiliser cette diapositive comme introduction, parce que évidemment l'intelligence artificielle n'est pas nice to have, mais absolument nécessaire. On ne peut plus exploiter des données de cette taille sans avoir recours à l'intelligence artificielle et à la science de la donnée. Alors, pour illustrer un petit peu la discussion de ce matin, je vais commencer par un cas clinique. C'est un patient atteint d'un mélanome. Vous voyez ici un PET avec toutes les lésions qui sont hyper métaboliques, qu'on voit en noir, à part le cerveau qui, comme vous le savez, consomme beaucoup de glucose. Et en fait, ce patient, on a fait, c'est un patient atteint d'un mélanome métastatique, on a fait des analyses du génome de sa tumeur et on a trouvé effectivement la classique mutation BRAF V600E pour laquelle
laquelle on a des inhibiteurs de tyrosine kinase qui sont extraordinairement performants. On utilise en général des inhibiteurs de BRAF et de MEK pour arriver à faire une double inhibition avec des taux de réponse qui sont extrêmement impressionnants, de l'ordre de entre 60 et 80%. Et en fait, on se dit on va forcément partir sur ce médicament. Donc là, j'aimerais illustrer toute la réflexion qu'il y a derrière le choix thérapeutique. Ces mutations qui sont à l'origine de l'oncogénèse et aussi de la sensibilité, bien sûr, à ces inhibiteurs de tyrosine kinase extrêmement spécifiques de ces altérations, c'est aussi le talon d'Achille des cellules cancéreuses. Pourquoi ? Parce que ces mutations dans les protéines sont présentées à la surface des MHC. Donc en fait, les mutations de la tumeur sont visibles par le système immunitaire au travers d'une présentation par les cellules dendritiques qui arment des lymphocytes spécifiques qui sont capables de retourner vers la tumeur et de détruire les cellules cancéreuses qui sont porteuses de cette mutation. Donc en fait, notre système immunitaire est capable de nous défendre de manière extrêmement efficace contre les cancers. Malgré ça, on développe des cancers, donc ce sont des mécanismes qui sont pris en défaut à un moment ou à un autre, mais qu'on peut arriver à ressusciter avec les fameuses immunothérapies dont on parlait. Et une de ces immunothérapies, c'est de lever des freins qui sont sur les lymphocytes et qui empêchent leur fonctionnement et la destruction des cellules cancéreuses. Donc là, on voit déjà toute la dichotomie, toute la difficulté d'arriver à faire le choix entre deux stratégies thérapeutiques qui sont complètement opposées. D'une part, des inhibiteurs de tyrosine kinase qui vont cibler des mutations sur les cellules cancéreuses avec un effet direct sur la cellule, et d'autre part, des modulateurs du système immunitaire qui vont jouer sur le micro-environnement tumoral humain, mais pas du tout sur les cellules cancéreuses. Et la question qui se pose, c'est avec quoi il faut commencer ? Et j'aimerais vous montrer qu'on commence à utiliser l'intelligence artificielle et la science des données pour essayer de répondre à ces questions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait chez ce patient ? La réponse, c'est une immunothérapie. Alors, malgré le fait que c'était intuitif de se dire qu'on va commencer par une thérapie ciblée, attaquer les cellules cancéreuses directement, on est parti sur une immunothérapie. Et vous voyez que le patient a fait une réponse quasi complète. Il reste un tout petit nodule au niveau du médiastin qui disparaîtra au PET suivant. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce que l'immunothérapie dans le mélanome est curative dans une maladie comme on le voit à gauche. Donc on peut avoir une maladie multimétastatique, on peut même avoir une atteinte cérébrale, multiples métastases cérébrales, et l'immunothérapie est capable d'éradiquer la maladie et d'amener à peu près 50% des patients à un bénéfice sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment révolutionnaire. On parlait des gains en médiane de survie. Un paramètre qui est extrêmement important, c'est quelle est la hauteur du plateau. Est-ce qu'on arrive à avoir des patients qui sont guéris ? Alors, c'est bien sûr pas aussi olympique dans la plupart des cancers que dans le mélanome. Et on a ce genre d'effet dans le cancer du poumon, dans d'autres cancers. On a des cancers où ça marche absolument pas. Le cancer du pancréas est totalement résistant aux immunothérapies. Mais dans certains cas, on a vraiment ce bénéfice sur le long terme qui est extrêmement spectaculaire et qu'on veut amener dans la plupart des patients. Donc la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on monte cette barre ? Comment est-ce qu'on arrive à offrir ce bénéfice à plus de 50% ? Et on pense qu'une des manières d'arriver à ça dans les années à venir, c'est la personnalisation des traitements. C'est-à-dire que plutôt que d'appliquer une immunothérapie, une thérapie ciblée ou une chimio à un groupe non sélectionné, comme on voit ici sur la gauche, avec un bénéfice clinique moyen, on veut essayer de peindre chacun des patients dans des couleurs différentes et de les regrouper de manière à cibler un traitement qui, dans ce sous-groupe défini d'une certaine manière, on reviendra là-dessus, amène à un haut bénéfice. Alors typiquement ici, les patients orange ont un haut bénéfice du traitement A, les patients bleus ont un haut bénéfice du traitement B, par définition ils n'ont pas de bénéfice du traitement A, sinon on serait orange, et puis finalement des patients verts qui ont un haut bénéfice du traitement C. Et on voit tout de suite que si on somme les survies des sous-groupes à droite, on va faire beaucoup mieux que le groupe global à gauche. Alors évidemment ça c'est la situation idéale, c'est ce qu'on rêve tous d'avoir. Est-ce que c'est le cas ? Quelle est la taille du groupe gris qui reste à la fin, qui n'a pas pu être défini au niveau moléculaire et autres informations ? Ça, c'est les questions qui nous restent à résoudre.
Mais c'est vers cela qu'on se dirige en oncologie de précision et où on pense que l'intelligence artificielle va être la manière de faire l'assignement dans les différents groupes. Alors on est au balbutiement de ça, mais j'aimerais vous montrer un petit peu ce qu'on est en train de développer, enfin ce que l'oncologie est en train de développer. Alors pour mieux comprendre comment est-ce qu'on fait ça, je reviens sur ce schéma où on voit les mutations qui sont prises par les cellules dendritiques qui arment les lymphocytes, qui reviennent pour détruire le cancer. Et en fait, si on regarde ça de plus près, il y a des mécanismes de régulation qui sont extrêmement présents, très forts. Il faut bien sûr éviter que ces lymphocytes commencent à s'attaquer aux cardiomyocytes, aux neurones, à avoir des toxicités spontanées. Et en fait, ces mécanismes de régulation sont souvent utilisés par la tumeur pour empêcher le fonctionnement du système immunitaire, pour, de manière darwinienne, échapper à l'action du système immunitaire. Et si on veut commencer à étudier ce système, on peut justement se dire comment est-ce que j'ai une action thérapeutique. Alors évidemment, on a parlé des TKI, on peut cibler les cellules cancéreuses directement, on peut reprogrammer le système immunitaire, le micro-environnement humain, et puis on peut aussi travailler sur le micro-environnement non humain. Est-ce qu'on peut appauvrir l'accès en nutriments, en oxygène aux tumeurs, en empêchant les nouveaux vaisseaux formés par la tumeur? Est-ce qu'on peut bloquer des cellules comme les Cancer Associated Fibroblasts, les CAF, qui ont un rôle, par exemple, immunosuppresseur dans certains cas? Tout ça, c'est des travaux qui sont en cours avec certains résultats intéressants. Évidemment qu'il faut ensuite remettre notre action thérapeutique dans le contexte de la biologie complète de la tumeur, parce qu'il y a tellement de mécanismes de compensation, de capacités du tissu tumoral à s'adapter à une intervention thérapeutique, que de regarder une seule cellule, c'est bien sûr pas suffisant pour comprendre. Alors comment est-ce qu'on fait ces analyses-là? Comment est-ce qu'on arrive à étudier tout le tissu tumoral et pas juste une cellule? En utilisant des techniques notamment de pathologie moderne. Vous voyez en haut les fameuses coupes HE qui sont une coloration standard, et puis en dessous des colorations plus modernes où on arrive à montrer de manière spatiale la coloration de certaines protéines sur le tissu. On peut maintenant faire de la spatiomique, c'est-à-dire toutes les techniques de omique qu'on connaît, la génomique, la transcriptomique, la protéomique, on peut les faire sur des coupes de manière spatiale avec une résolution cellulaire. Et ça, c'est une vraie révolution. On est en train vraiment de faire des bonds en avant dans la compréhension de la biologie du cancer et surtout, du coup, du ciblage thérapeutique. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette information pour dire, voilà, tel patient aura besoin de telle intervention thérapeutique. Alors, si vous me permettez, je voulais juste faire une toute petite digression sur l'intelligence artificielle qui est en train de révolutionner nos vies. L'intelligence artificielle est certainement en train de révolutionner l'oncologie et l'oncologie de précision. Et je voulais juste vous montrer quelques aspects qui, je pense, sont assez illustratifs sur ce que c'est en train de devenir. Donc, la révolution en intelligence artificielle, c'est en gros 2012. C'est le moment où on a réussi à créer des réseaux de neurones suffisamment larges, profonds et étendus pour s'adresser à des problèmes extrêmement complexes. On a tous maintenant vu la révolution de ChatGPT. Ils apprennent d'un côté avec des réseaux de neurones d'entrée, et puis de l'autre côté, il y a des neurones de sortie qui vont donner la réponse. Donc on peut entraîner par exemple avec des images, un chien et un chat à gauche, et puis on aura en sortie à droite le nom, le label qu'on veut donner à l'image. Alors ça, c'est la version très théorique. Si on regarde ça de manière un petit peu plus pratique, là je vous ai fait un tout petit exemple où on va prendre le système, le réseau de neurones le plus simple possible, avec 2 neurones d'entrée, 2 intermédiaires et un neurone de sortie, 2 neurones de sortie. Et en fait, l'idée, c'est de combiner les entrées que vous voyez qui sont ces droites blanches qui séparent le plan entre orange et bleu. Et on veut combiner ces plans de manière à résoudre un problème. Le problème étant de séparer les points que vous voyez à droite. Donc là, vous voyez que le réseau de neurones a appris comment faire ce travail. Il a réussi à combiner les inputs X1 et X2, ces droites, de manière à faire des droites diagonales. Et ces droites diagonales, elles séparent parfaitement les points orange et bleu. Donc là, le système a réussi à trouver une solution avec ces 2 neurones d'entrée, 2 neurones intermédiaires et les neurones de sortie. Ce qui est intéressant, c'est que si on lui donne maintenant un problème un peu plus compliqué, vous voyez cette distribution radiale des points, les points qu'on veut séparer sont distribués en 2 cercles successifs, là le problème est insolvable. L'algorithme n'est
pas capable de trouver une solution à cette situation-là, ce qu'on comprend bien. Par contre, si on rajoute simplement 2 neurones sur la couche intermédiaire, vous allez voir ce qui se passe. Donc maintenant, on a doublé les neurones à l'intérieur. Et bien là, le système arrive à trouver une solution quasi parfaite en combinant les droites de manière à faire un triangle. Et en fait, pour faire un triangle, il a besoin que de 3 droite, et vous voyez qu'il y a un des neurones, le deuxième dans la couche intermédiaire, qui ne contribue pratiquement pas. On voit que les lignes associées à ce neurone n'amènent pas, elles sont très fines, donc en fait elles n'amènent pratiquement rien à la solution finale. Donc ce qui est intéressant là, c'est qu'on a vu qu'en passant de 2 neurones de couche intermédiaire à 4 neurones de couche intermédiaire, on peut changer complètement de capacité à résoudre un problème comme celui-ci. Et là, on passe de 2 à 4, et quand on parle de ChatGPT, c'est 175 milliards de paramètres. Donc c'est à peu près un tiers, mais c'est quand même de l'ordre du milliard de neurones. Donc on se rend compte la capacité de ces algorithmes qui est sans précédent d'arriver à comprendre des problèmes complexes et arriver à trouver de l'information, du signal dans des données. Et c'est pour ça qu'en oncologie, c'est en train de devenir une révolution. C'est pour ça qu'on peut plus passer de ce genre d'algorithme pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ces maladies complexes. Juste pour terminer, boucler la boucle, qu'est-ce que fait ChatGPT en oncologie? Si on donne ici un exemple d'une situation clinique virtuelle, bien sûr, on ne s'amuse pas à mettre des vraies données patients sur ces serveurs américains, on voit que le ChatGPT fait très bien. Il est capable de gérer, par exemple, je lui ai mis une suspicion de lésion à l'IRM, et vous voyez, il est capable de dire, si la lésion cérébrale est confirmée, c'est un stade 4. La question, c'est de savoir quel est le stade. Si elle est infirmée, alors à ce moment-là, c'est un stade. Et là, il se trompe, il dit un stade 1 ou 2, alors que c'est un ganglion sentinelle positif, donc c'est un stade 3. Donc il ne fait pas tout juste, mais dès qu'on passe à ChatGPT 4, au lieu de 3.5, là, il fait tout juste. Donc on voit que ces modèles de langage qui ne sont pas entraînés spécifiquement pour l'oncologie sont quand même relativement compétents à comprendre ce qu'il y a dans un dossier patient. Maintenant, il y a des foundation models qui sont pour l'oncologie, et là, on pense qu'on va encore changer de ligue dans ce qu'on peut faire. Et puis, pour terminer cette petite introduction sur l'intelligence artificielle, je voulais juste revenir sur qu'est-ce qui fait le bénéfice de ces transformers? Le T de GPT, c'est les transformers. C'est la capacité d'intégrer l'information qui est autour d'un mot. Par exemple, quand j'ai donné ce texte avec le ganglion sentinelle chez le patient, eh bien, ce sentinelle, il est mis en corrélation avec tous les autres mots du paragraphe, à savoir que si on parle d'un patient, que c'est le ganglion qui est sentinelle, que la lésion est à distance, et ainsi de suite. Et bien sûr, sans cette contextualisation, on ne peut pas comprendre ce que le langage veut dire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des text transformers, c'est ça qui a amené la révolution des GPT. Et en oncologie, la révolution qui va arriver, c'est les vision transformers. En fait, c'est exactement la même chose, mais sauf qu'on fait ça sur des images. Alors, si vous voyez maintenant la coupe de pathologie, je crois qu'on ne voit pas très bien mes petites lignes oranges, mais en fait, il y a à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'on a une cellule avec ses voisins, et puis on va mettre en relation ce petit carré avec tous les carré de l'image, à savoir, là, il y a un lymphocyte qui attaque une cellule cancéreuse, mais je mets ça en relation avec le fait qu'il y a un vaisseau sanguin là, puis qu'il y a un macrophage ici, et qu'il y a une cellule dendritique dans un autre endroit. Et quand on sait que ces modèles ont des milliards de paramètres, sont capables de comprendre de manière phénoménale toute la complexité de l'information, on se dit que ces vision transformers, ils vont être capables de nous amener dans une toute nouvelle ère. C'est des choses qui sont en train de se passer, et on pense que vraiment l'oncologie va être fondamentalement modifiée avec ce genre de choses. Juste pour donner un exemple, on a beaucoup parlé d'altération génomique et de ciblage thérapeutique sur les altérations génomiques. En fait, ces transformers sont capables de regarder la structure du tissu et de dire que c'est très fortement suspect d'une mutation BRAF, d'une mutation NRAS. Donc en fait, la génomique peut être déduite en partie de l'information visuelle qu'on a des coupes de pathologie grâce à ces technologies. Alors,
Juste un petit warning, on le sait tous, la science des données, l'intelligence artificielle est extrêmement dangereuse dans plein de situations, surtout parce que souvent les données d'entraînement ne sont pas suffisantes. Et je voulais juste vous donner quelques exemples ici. Là, on a un des risques classiques qui est ce qu'on appelle le surapprentissage. Ce qu'on veut, c'est séparer les points rouges et verts par une ligne. Et lorsque on a ce phénomène de surapprentissage, on va définir un chemin qui sépare parfaitement tous les points, mais qui probablement ne capture pas ce qu'on veut faire comme différence entre rouge et vert. Et lorsqu'on utilise cette ligne très complexe entre les deux, dans un autre système de points qu'on veut utiliser comme contrôle, bien probablement que la performance ne sera pas bonne. Donc là, on voit que c'est un des risques. L'autre risque que je voulais vraiment vous mentionner, parce que je pense qu'il est extrêmement instructif, c'est ce qu'on appelle le biais de survie. Et une très bonne illustration de ça, c'est ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale, où les Alliés voyaient revenir les bombardiers du combat. Et puis, ils voyaient les impacts de balles et ils se sont dit « Ah, on va commencer à blinder nos bombardiers là où on voit des impacts de balles. » Jusqu'à ce que probablement un des premiers data scientists de l'époque lève la main et dise « Non, mais je pense qu'on fait complètement faux. Probablement que la distribution de l'impact de balles est totalement homogène. Mais si on a des balles qui arrive sur les moteurs ou sur le cockpit, l'avion ne revient jamais à la base et donc on ne l'observe pas. Et ça, c'est exactement ce qu'on appelle le biais de survie qui est absolument présent en oncologie à plein de niveaux. Un des niveaux, c'est lorsqu'on fait des analyses en cellules uniques, on peut tout à fait avoir des types cellulaires qui meurent dans le processus d'analyse. Et ça, on l'a bien mis en évidence. On est dans des milieux avec un taux d'oxygène plus élevé que la tumeur, la température n'est pas la même, le pH, et ainsi de suite. Et il se peut qu'une population qui explique la biologie meure dans le pipeline d'analyse. Et ça, évidemment, on peut rajouter toute l'intelligence artificielle qu'on veut derrière. On ne récupérera jamais cette perte d'information. Donc, il faut rester toujours extrêmement prudent. On n'a pas toujours une information qui nous permet de comprendre la biologie d'une tumeur, mais évidemment, on fait des progrès, on commence à comprendre de mieux en mieux, mais il faut arriver à garder ça en tête. Alors, quelles sont les opportunités qu'on a d'utiliser l'intelligence artificielle dans les soins? On peut utiliser toutes sortes de données, les données cliniques, les données des patients, amenées par les patients, les fameux proms, et puis les images qui vont jouer un rôle extrêmement important. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à amener toute cette information dans un système cohérent pour finalement ramener tout ça à nous les médecins pour prendre des décisions thérapeutiques en disant voilà, avec toutes ces données, on pense que le meilleur traitement pour un patient, c'est de donner un inhibiteur de tyrosine kinase ou un inhibiteur de checkpoint. Alors, une partie des données qu'on peut utiliser, c'est les données cliniques. Et ce qui est très important, c'est de savoir l'histoire oncologique du patient. Est-ce que le patient a répondu ou pas à ses lignes de traitement précédentes? Et souvent, on aimerait avoir des données structurées dans les dossiers patients électroniques. Ce n'est pas le cas. On a souvent des narratifs qui nous disent, voilà, la tumeur évolue comme ça, telle lésion est plus grande, plus petite. Et on s'est amusé à utiliser des GPT. Alors, c'était un petit peu avant la révolution de GPT, mais la même stratégie pour essayer de comprendre l'information qu'il y a dans le narratif du radiologue et classer le patient en un répondeur ou un non-répondeur en fonction de ce qu'on lit dans le résumé du radiologue. Et là, vous voyez que ce qu'on a pu faire, c'est sur 6000 scanners qu'on avait validés manuellement. On a pu entraîner sur 3000 et valider sur 1000. Et vous voyez que c'est les courbes à droite. Très rapidement, dans la validation, on arrive à plus de 90% d'exactitude. Donc, on arrive à dire oui, le patient répond ou pas de manière correcte. Puis, on voit ce surentraînement dont je vous parlais avec la courbe bleue qui continue à monter et qui ne se transfère pas en un bénéfice sur la courbe orange qui est vraiment ce qu'on veut créer, c'est la capacité de prédire sur un set qui n'a pas été utilisé dans l'entraînement. Donc avec ça, on arrive à comprendre comment arriver à lire l'information et puis on a utilisé ça pour notamment essayer de reproduire des études cliniques. À gauche, vous avez les études d'immunothérapie dans le mélanome faites par Bristol Myers Squibb et puis à droite, vous avez l'équivalent dans les systèmes hospitaliers où
vous voyez qu'en fait, on a des courbes qui sont exactement similaires en termes de survie ou de progression-free survival. Et donc, on voit que nos données hospitalières sont intéressantes parce qu'elles nous permettent d'avoir les mêmes comportements qu'on voit dans les études cliniques. Ce qui est intéressant, c'est que le dossier patient électronique, il est beaucoup plus riche. On peut utiliser beaucoup d'informations additionnelles, notamment, par exemple, les médicaments qui sont utilisés par les patients au moment où ils font les immunothérapies. Et là, vous voyez que ce qui est sorti de nos analyses, c'est notamment les inhibiteurs de pompe à protons, qui semble avoir, en tout cas être associé à un moins bon devenir des patients. Vous voyez que les patients qui sont sous Nexium ou autres vont moins bien sous immunothérapie. On pense que c'est peut-être lié au changement du pH du tube digestif et qui change la flore intestinale qui, elle, est associée à la réponse à l'immunothérapie. On a essayé de confirmer ça avec Bristol Myers Squibb en regardant dans les études qui avaient été publiées et on retrouve cet effet dans une des études mais pas du tout dans l'autre. Donc on pense qu'on n'a encore pas vraiment compris quels étaient les patients qui bénéficiaient, enfin pour lesquels il y avait un effet délétère d'avoir les inhibiteurs de pompe à protons. On est en train d'essayer de creuser ça plus avant, mais c'est juste pour montrer qu'on peut vraiment passer des données monde réel exploitées par l'intelligence artificielle à des données qu'on peut essayer de cross-matcher dans la littérature avec des études cliniques standards. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je crois que je vais un peu passer ça pour aller directement à la partie des images. Et puis là, vous montrer un petit peu ce qu'on est en train de mettre sur pied. C'est justement ces analyses de tissus, en essayant soit d'utiliser des données d'images qu'on voit en haut, des coupes HE scannées, soit des images de protéomiques, comme on voit en bas. Utiliser toute l'armada maintenant de l'intelligence artificielle pour comprendre comment ces cellules parlent entre elles. Et puis ce que vous voyez là, l'animation en haut, en fait, c'est une vision tissulaire qu'on voit maintenant, et puis ensuite on regroupe ces cellules en ressemblance par rapport à leur profil d'expression, par rapport à leur protéomique, et ce dialogue entre la position des cellules sur le tissu et leur ressemblance en termes de propriétés de génomique, de protéomique, c'est quelque chose qu'on fait maintenant régulièrement, qui nous permet de mieux comprendre s'il y a des cellules qui sont dans le tissu à un certain endroit mais qui ne jouent pas le rôle qu'on pense qu'elles devraient jouer. Et avec ça, essayer de construire des modèles prédictifs qui nous disent que voilà, le patient va répondre plus ou moins bien à un traitement. Alors ça, c'est ce qu'on a commencé à construire au HUG avec la pathologie digitale. On a un service de pathologie qui est extrêmement innovant puisqu'ils ont tout digitalisé. Et on peut maintenant exploiter ces images digitalisées pour détecter la tumeur. On voit le premier masque. Ensuite, segmenter les noyaux, classifier les noyaux, dire voilà, ça c'est un lymphocyte, ça c'est un macrophage, ça c'est une cellule cancéreuse, et puis construire un modèle prédictif sur cette base. Alors, vous voyez ici l'algorithme qu'on a co-développé qui est en train de reconnaître les différents types de cellules. On voit qu'il colore en jaune, par exemple, les cellules cancéreuses et puis en vert les lymphocytes. Et donc, ces marqueurs, maintenant, nous permettent de construire des classifieurs qui nous disent si le patient va répondre ou pas. À gauche, vous voyez la population de mélanome traitée par Keytruda, notamment. Et puis à droite, on voit la séparation qu'on aimerait amener. On aimerait amener une séparation entre des patients qui répondent extrêmement bien et des patients qui répondent très mal. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que on a réussi à trouver une propriété en utilisant ces graphes, cette intelligence artificielle qui nous permet de prédire cela. Et la propriété, elle est assez intuitive. Elle n'était pas du tout la première fois qu'elle est sortie, mais maintenant qu'on y a réfléchi, on y croit. C'est qu'en fait, un globule blanc, un lymphocyte, qui est le lymphocyte dont je vous parlais au début, tueur de cellules cancéreuses, si autour de lui, il a une densité de cellules non lymphocytes qui est élevée, autrement dit, s'il est seul dans le tissu en train de patrouiller, alors ça, c'est le phénotype d'une tumeur qui va répondre à l'immunothérapie. Et c'est assez intuitif parce que ça nous signe des lymphocytes qui ont le bon comportement, qui sont capables d'aller se promener dans la cellule, dans le tissu cancéreux pour attaquer les cellules cancéreuses. Et en fait, on pense que cette signature de comportement de lymphocyte est fortement associée avec les chances de réponse. Et si on regarde dans des vraies données, c'est maintenant le graphe réel, hein, le graphe théorique est tout en haut à droite, mais le graphe réel qu'on a sur nos données est en bas à droite. Vous voyez que c'est une séparation qui est statistiquement significative. On voit qu'on a vraiment une séparation assez importante entre des patients qui vont massivement aller bien, courbe bleue,
et des patients dans lesquels le bénéfice sur le long terme est malheureusement nul, parce que là, c'est des courbes de survie et on voit que les patients ne vont pas bénéficier. Donc ça, c'est vraiment un exemple où l'intelligence artificielle, la théorie des graphes, la science des données amène à une vraie capacité de prédire si telle ou telle réponse, si tel ou tel médicament va répondre ou pas. Et puis juste pour boucler la boucle avec ce qu'on a vu dans le premier exposé, comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Par exemple, regardant ce motif et en se disant, voilà, si le patient est prédit comme ayant un bon profil pour l'immunothérapie, je vais bien sûr lui donner cette immunothérapie, mais s'il fait une toxicité au Keytruda, est-ce que je vais pouvoir utiliser cette information? Probablement oui, en disant, comme il a de bonnes chances de dériver un bénéfice, je vais essayer de passer à travers la première toxicité et puis d'avoir l'exposition la plus importante aux médicaments parce qu'on a de bonnes chances d'avoir un bénéfice. Si au contraire, le patient a un bénéfice prédit mauvais, alors à ce moment-là, on pourrait tout à fait imaginer ne pas donner cette immunothérapie, mais partir sur un autre médicament. Quel médicament? Peut-être que là, il faudra développer d'autres profils. Je vous disais que ces coupes, on peut les analyser pour toutes sortes de questions, peut-être pour déterminer si c'est des bons candidats à des thérapies ciblées. Et là, l'idée, c'est de se dire, il faudrait qu'on puisse passer toute une batterie de profils sur les coupes de pathologie de ce patient pour dire, voilà, chez ce monsieur, le meilleur traitement serait une thérapie ciblée ou serait tel type d'immunothérapie ou telle séquence de traitement. Alors je pense que je vais m'arrêter ici parce que je crois que j'ai déjà passé la... Vous pouvez encore... c'est vrai? Oui, 2-3 minutes si vous avez... On ne veut pas vous couper. C'est gentil. Alors, si j'ai 2-3 minutes de rabais, merci, je peux juste vous parler de comment est-ce qu'on essaye d'impliquer ça en clinique concrètement. Et on fait ça à travers un tumor board moléculaire. Tumor board moléculaire, c'est une entité qui est en train de fleurir dans tous les centres universitaires. On a créé un tumor board lémanique entre Lausanne et Genève. Et ce tumor board prend des échantillons de tumeurs, fait toutes ces analyses complexes dont on a parlé, mais on réseau toutes sortes de spécialistes, des oncologues, des pathologues, des généticiens, des scientifiques de la donnée, utilisent ce qu'on a vu tout à l'heure et puis ramènent cette information pour une décision clinique. On a maintenant plus de 4000 patients qui sont passés à travers ce tumor board, donc on commence à avoir une certaine base de données derrière, et puis on essaye de faire des propositions, soit d'essais cliniques de la région, des traitements off-label, et on arrive comme ça à essayer de venir en aide à des patients. Voyez ici un exemple de succès du tumor board. Un jeune patient avec un sarcome extrêmement rare, une trentaine d'années au moment où il est arrivé chez nous. Il avait une maladie qui était en train de progresser massivement sous une chimiothérapie extrêmement lourde. Probablement, il lui restait quelques mois à vivre. Et ce patient, en fait, on a fait une analyse large et on est tombé sur l'amplification d'un gène qui probablement vous dira quelque chose, c'est le PDL1. Et le PDL1, c'est un gène d'échappement au système immunitaire. Et ce qui est particulier, c'est que ces sarcomes ne répondent pas aux immunothérapies, mais le fait que le sarcome de ce patient-là, médecine personnalisée, avait besoin d'exprimer fortement PDL1, nous a mis la puce à l'oreille de nous dire peut-être que cette maladie-là est immunogénique et puis qu'elle serait détectée par le système immunitaire s'il n'y avait pas ce frein PDL1 naturel de la tumeur qui a probablement été sélectionné. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a paradoxalement fait une immunothérapie avec un anti-PD1. Et le patient qui était en progression rapide sous chimiothérapie a fait une réponse quasi complète qui est devenue complète après et qui, à ma connaissance, était un patient traité dans le privé, va toujours bien 3-4 années après, alors qu'il avait une maladie explosive. Donc ça, c'est un exemple où le fait de pouvoir faire ces analyses larges nous montre certains mécanismes qui sont rares dans ce type de sarcome, mais qu'on a pu exploiter pour un patient donné. Alors évidemment, maintenant, on aimerait arriver à faire ça dans la plupart des patients. On a créé pour ça un réseau suisse, donc on a des tumor board moléculaires nationaux. Et puis, on est passé à la version 2.0 du tumor board moléculaire, où le tumor board standard, c'est ce qu'on voit en haut. En bas, c'est la partie innovante où on fait des analyses sur tissu frais, on fait du drug screening, on fait de la pathologie digitale, dont je vous ai parlé, et toutes sortes de mesures pour amener une décision pour le patient. Et ça, c'est le dernier slide. Je vous montre
un exemple de patient. Vous voyez la coupe de la tumeur en haut. En utilisant des techniques de protéomique spatiale, on peut quantifier de manière précise le type de cellules que le patient a dans sa tumeur. Et vous voyez par exemple que cette patiente de mélanome récidivant avec un mauvais pronostic, a, c'est le point rouge souligné, ici des lymphocytes CD4 extrêmement élevés par rapport à notre comparatif. Et en fait, en analysant cette population de manière beaucoup plus fine, je vous passe les détails, on a pu montrer que ces CD4 sont des CD4 FOXP3 positifs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des T régulateurs. Donc en fait, c'est des cellules immunosuppressives, des lymphocytes T qui sont immunosuppresseurs dans la tumeur de ce patient. Donc ça montre comment la spatiomique, toutes ces analyses arrivent à cerner un mécanisme d'échappement immunitaire chez cette patiente qui était en progression après un ipilimumab, nivolumab, donc l'immunothérapie la plus forte dont on dispose. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on a maintenant des médicaments qui nous permettent de dépléter ces CD4 régulatoires. Un exemple, c'est le botensilimab qui est en cours de développement, qui ressemble à l'ipilimumab, mais il est plus capable de dépléter les CD4 pour des raisons qui ont été ingénierées dans la molécule. Donc ça nous montre comment toute cette protéomique spatiale et toutes ces approches nouvelles de sciences de la donnée finissent par des propositions thérapeutiques chez un patient. Voilà, alors avec ça, je vais vraiment m'arrêter. Je vous remercie de l'attention et puis je serai heureux de prendre des questions. Merci. Merci beaucoup à vous. Je vous invite à me rejoindre. Je vous invite à me rejoindre éventuellement pour une ou deux questions. Et puis bien sûr, après, on passera à la pause, mais je voudrais qu'on profite de votre présence. Voilà, s'il y a une question dans la salle, on est évidemment à votre écoute. On a compris, si je résume, c'est patient unique, traitement unique, en tout cas à terme. C'est cela, et vous travaillez beaucoup sur la partie intelligence artificielle. Ça a été évoqué hier par Pascal. Et il y a cette question de garantie humaine. En gros, vous le voyez comment? Puisque Pascal disait, l'intelligence artificielle travaille, puis quand le médecin s'en remêle, in fine, on a perdu le gain qu'a apporté l'intelligence artificielle. Quel est votre point de vue, vous qui êtes justement au cœur de cette réflexion? Est-ce qu'à la limite, il faudrait laisser l'intelligence artificielle et après que le clinicien n'y touche plus? Alors c'est des questions extrêmement pointues. À l'heure actuelle, est-ce qu'il y a un système d'intelligence artificielle sur lequel je me reposerai les yeux fermés? Non, je ne me vois pas pour l'instant substituer la décision humaine à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle fait des progrès, mais il y a quand même un gap encore extrêmement important dans sa capacité d'interpréter toute donnée qui sort strictement du set d'entraînement, et c'est jamais très facile de savoir où la compétence du système entraîné s'arrête. Nous, vraiment, ce qu'on essaie de faire, c'est de construire énormément d'outils d'intelligence artificielle qui arrivent au tumor board, et puis ensuite une contextualisation globale qui est faite par de nombreux spécialistes. Et c'est vrai que dans certains cas, certains outils d'intelligence artificielle pèsent très lourd dans la décision, mais on a d'autres choses qui pèsent très lourd, notamment dans ce programme suisse dont je vous parlais. Le drug screening, par exemple, pèse très lourd, et on n'est pas sûr qu'on n'y mette pas trop de poids, parce que la correspondance entre ce qu'on fait en drug screening et ce qui se passe chez le patient n'est pas toujours très bonne. Donc je pense que là, maintenant, on a un vrai travail d'apprentissage en tant que clinicien pour faire l'arbitrage entre ce sur quoi on peut s'appuyer ou pas. Très bien, merci beaucoup. Puis il y aura la deuxième question derrière, également la prise en charge, parce que pour l'instant, j'entends financière, parce que pour l'instant on raisonne avec des listes, des codes ou que sais-je. Là, demain, on sera avec tous les possibles que nous proposera l'outil. Ouais. Absolument. Et puis c'est vrai qu'un des espoirs aussi de la personnalisation, c'est de pouvoir avoir des biomarqueurs prédictifs négatifs, c'est-à-dire de dire voilà, tel patient ne va pas répondre à tel traitement, et là peut-être qu'on peut imaginer aussi ne pas avoir qu'une explosion des coûts liés à ces technologies. Une question dans la salle? Anne-Laure a le micro. Oui, Samuel, une question. Et ce sera la seule question. Et puis après, nous partirons en pause. Mais je crois qu'il faut profiter vraiment de votre expertise. Merci beaucoup en tous les cas pour cette super présentation. Donc finalement, le cancer, tout cancer devient une maladie rare, voire individuelle. Et pour faire la relation avec le topo de Dominique Lévesque qui vous a précédé, comment est-ce qu'on développe des nouveaux médicaments
dans le contexte où finalement tout devient une maladie rare, voire une maladie individuelle? Absolument, c'est une très bonne question. Et je pense que quand on a ces ensembles de données extrêmement riches, je pense qu'il est important, notre stratégie à nous, ça va être de les utiliser de manière rétrospective. Donc dans ce tumor board moléculaire, on génère toute l'information pour tous les patients. Et puis ensuite, on regarde qu'est-ce qui a marché ou pas de manière empirique. Et on retourne dans le dataset en utilisant des algorithmes de similarité de patients. Donc on essaie de voir qu'est-ce qui détermine qu'un patient ressemble à tel patient vis-à-vis de sa réponse au traitement. Et comme ça, on arrive à définir une sorte d'espace dans ces données multidimensionnelles qui correspond aux patients qui sont sensibles au botensilimab, au Keytruda et autres. Et donc, notre espace, c'est de couper à travers la complexité en étant capable de regrouper les données qui déterminent une signature pour que le patient réponde à tel ou tel traitement. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. Il reste un temps d'échange au moment de la pause, si certains d'entre vous ont des questions.